L'une des marques les plus célèbres de l'histoire automobile change de visage. Mais est-ce une bonne idée? Cette voiture, on l'aime ou on la déteste. C'est, selon moi, une des voitures les plus laides qui soit. Élégance et beauté. La voiture de Miss Julia, une femme indépendante sur tous les plans. Elle a été l'une des premières conductrices de l'État de Rhode Island. Elle conduisait cette voiture et elle en possédait d'autres. C'était une femme vraiment très moderne pour l'époque. Les voitures anciennes peuvent être source d'ennui, mais on les aime. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'une vieille voiture classique, c'était un tas de ferraille avec une âme. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus d'une machine à remonter le temps. Même avec les beautés d'acier, tous les goûts sont dans la nature. La Duesenberg en est une, la Dual Ghia en est une autre. Des voitures uniques en leur genre, aux allures si extravagantes et excessives que seules les personnes riches et célèbres peuvent se les permettre. C'est aussi le cas de la Stutz Blackhawk. Elvis Presley en avait 4. Lucille Ball en avait une. Sammy Davis Jr. en avait 2. Frank Sinatra, la liste est longue. La plupart des membres du Rat Pack en avaient une, par exemple Dean Martin. Celle d'Evel Knievel était une décapotable. Seulement 4 ou 5 ont été fabriquées. James Faulkner, l'homme aux lunettes de soleil, a acheté sa Stutz Blackhawk à sa tante. Son mari, Ronnie Dutrow, était un chanteur d'opéra très célèbre en Allemagne de l'Est à la fin des années 1950 et pendant les années 1960 et 70. Quand il est décédé, ma tante m'a appelé pour me dire qu'elle voulait vendre la Stutz et de venir y jeter un coup d'œil. Quand je l'ai vue, j'ai été ébahi. Je crois que quand je l'ai achetée, elle n'avait que 14 500 km au compteur. Stutz est l'un des premiers constructeurs automobiles américains. En 1912, la Stutz Bearcat est l'une des voitures les plus célèbres de son époque. Stutz construit pour sa clientèle nantie des modèles sûrs et élégants, ainsi que des voitures de course. Les premières Stutz Blackhawk sont des voitures rapides et résistantes, qui gagnent régulièrement des courses aux États-Unis et en Europe. Un pilote de course et ingénieur américain du nom de Frank Lockhart tente de battre le record du monde de vitesse au volant d'une Stutz Blackhawk modifiée. Il y parvient presque, mais meurt tragiquement en perdant le contrôle du véhicule. Bien que l'entreprise Stutz prospère dans les années 1920, elle est anéantie par la Grande Dépression, comme bien d'autres constructeurs automobiles. La marque renaît cependant de ses cendres en 1969, avec l'intention de construire les automobiles les plus exclusives du monde. Et Virgil Exner, concepteur automobile légendaire qui est à l'origine de plusieurs voitures excentriques, notamment la Dual Ghia, est l'homme de la situation. Il a pris le châssis d'une Pontiac Bonneville. Il a ensuite dessiné les plans de cette voiture. Il a obtenu l'approbation des investisseurs et il a envoyé le châssis en Italie. Ainsi, il a fait appel à un carrossier de Turin en Italie et voici le résultat. L'intérieur est très luxueux. Cuir fin, bois à fil enchevêtré, bordure dorée, jauge avec inscription en italien et en anglais.
Au départ, le prix demandé était de 23 000 $. C'était en 1971. 2 ans plus tard, le prix est monté à près de 50 000 $. 1 an plus tard, il était à plus de 100 000 $, ce qui a amené la presse à la surnommer la voiture la plus chère du monde. Tout est d'origine. Les panneaux de seuil de porte sont recouverts d'alpaga. Quand on ouvre la portière, là où il y aurait un tapis de sol, on retrouve aussi de l'alpaga. Dans le coffre, non seulement l'intérieur est garni de fourrure, mais aussi le couvercle. La roue de secours est exposée. À l'intérieur, tout est plaqué or, même la boulonnerie. C'est incroyable et totalement extravagant. Ces extravagances n'empêchent pas Stotz de faire faillite, après n'avoir construit que 617 voitures. La société cesse la production en 1989 et il y a peut-être une bonne raison à cela. Avec ma famille, on a une collection d'automobiles du monde entier, de toutes les marques. À vrai dire, de toutes les voitures qu'on possède, celle-ci, on l'aime ou on la déteste. C'est selon moi l'une des voitures les plus laides qui soit. Peut-être est-ce la raison pour laquelle James porte ces drôles de lunettes. Je les ai achetées pour cette voiture. Ma femme la déteste. Partout où on va, les gens veulent me parler. Je ne peux ni faire le plein, ni aller à l'épicerie sans qu'on me pose des questions sur cette voiture, sur son histoire. Il ne faut pas prendre cette voiture quand on est pressé, croyez-moi. Disons que c'est une relation amour-haine avec sa voiture. Quand je la regarde, je vois un petit chiot triste. C'est ce que je vois. Certains y voient de l'élégance. Moi, non. Je vois plutôt une tête de chien battu. Le pot d'échappement qui sort des ailes, c'est probablement la partie la plus incroyable. Le radiateur, à mi-chemin entre Bugatti et Mercedes-Benz, est un radiateur unique en son genre. L'arrière de la voiture a beaucoup d'allure. Ils ont raté l'avant, mais ils ont parfaitement réussi l'arrière. Ils auraient dû faire l'inverse, mais ce n'est que mon avis. Cela dit, elle est très agréable à conduire. Sur l'autoroute, à 100-120 km/h, on a l'impression qu'elle flotte. Les gens klaxonnent et lèvent le pouce à son passage. C'est vrai qu'au volant, on finit par oublier l'extérieur de la voiture. L'odeur du cuir, le bois, l'alpaga, c'est fantastique. Et elle sent encore le neuf, parce qu'elle n'a que 16 000 km. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la Stotz Blackhawk ne laisse personne indifférent. De prime abord, on dirait un véhicule que la fée marraine a choisi pour Cendrillon. Un chef-d'œuvre orné de cuivre, tout à fait exquis. Construite en 1914, cette voiture qui allie un châssis Renault à un habillage du maître carrossier Justice Locke a d'abord été la propriété d'une femme qui menait une existence de conte de fées. Cette voiture est une commande de Miss Julia Burwind. Les Burwind étaient de gros exploitants de mines de charbon. Ils possédaient un immense manoir à Manhattan, mais surtout, ils possédaient l'un des plus beaux manoirs de Newport, dans l'État de Rhode Island. Ce manoir s'appelait The Elms. Sa construction, achevée en 1901, a coûté plus d'1 million de dollars. C'était tellement grand qu'il y avait un réseau ferroviaire souterrain pour faire venir le charbon en vue de chauffer les lieux. Miss Julia Burwind était directrice des loisirs d'été. C'était donc elle qui organisait les soirées, les bals, ce genre de choses.
Mark Leshevsky est conservateur au musée automobile JWR à Frackville, en Pennsylvanie. S'il aime toutes les voitures confiées à ses soins, il a un faible pour l'histoire de la Renault de Julia Burgwind. Surtout parce que Miss Julia était férue de voitures. Au décès de son frère Edward en 1936, Julia hérite du manoir familial. Elle a déjà scandalisé la bonne société du Rhode Island en apprenant à conduire, ce qu'elle fait avec panache. Elle a été l'une des premières conductrices de l'État de Rhode Island. Elle conduisait cette voiture et elle en possédait d'autres, notamment des Mercedes. C'était une femme très moderne pour l'époque. Les gens me demandent si Julia conduisait cette voiture parce qu'elle avait été conçue pour une femme. Elle serait furieuse d'entendre ça. Bien sûr, c'est une voiture de petit format qui correspond au goût d'une femme raffinée. On imagine bien cette voiture garée devant l'opéra ou quelque part en ville. Elle n'était pas vraiment faite pour être conduite par un chauffeur. À mon avis, Miss Julia a rarement été reléguée à l'arrière. Elle devait avoir beaucoup de plaisir à conduire les gens dans cette voiture. Cette automobile illustre particulièrement bien la conception des voitures de luxe de l'époque. Le châssis était construit par Renault à Paris. Il était ensuite expédié par bateau chez Locke à Manhattan. Locke était un éminent carrossier qui avait démarré vers 1902 et qui avait fait des voitures très luxueuses. Donc, du radiateur, c'est le radiateur qui se trouve ici. À l'arrière, c'est Locke. Le reste, c'est Renault. Il n'est pas très courant d'avoir le radiateur derrière le moteur. J'ignore s'il s'agit d'une amélioration ou si ça présente un réel avantage. Il n'y a pas de ventilateur, ce qui est curieux. En revanche, il y a des pales incorporées au volant de moteur pour favoriser la circulation de l'air. Je suppose que lorsqu'il fait un peu froid, on peut se réchauffer les mains sur le radiateur au besoin. Ce n'est pas une voiture très puissante, car elle possède un moteur 2,6 litres de 4 cylindres, évalué à 12 chevaux vapeur, ce qui n'est pas beaucoup. En réalité, c'était bien plus que ça, mais ce n'était pas nécessaire. On ne pouvait pas conduire cette voiture par mauvais temps, car elle n'avait pas de toit. On ne pouvait pas conduire vite, car c'était comme si on avait un parachute à l'arrière. C'était une voiture pour aller en ville ou faire de courtes excursions à la campagne. Ce qui est certain, c'est que c'était une voiture de beau temps. Si elle semble tout à fait extravagante aujourd'hui, à l'époque, c'était une Renault typique. Fondée en 1898 par Louis Renault et ses deux frères, cette entreprise française s'est rapidement établie comme constructeur de bons châssis et de moteurs fiables. À l'époque, les constructeurs prouvaient leur bonne foi en faisant des courses. En 1903, Louis et son frère Marcel participent à la course Paris-Madrid. Sur cette photo, Louis apprend qu'il a gagné la tête, mais que son frère a eu un grave accident dans un virage. Il succombera hélas à ses blessures. On appelle cette voiture le carrosse de Cendrillon, parce qu'elle ressemble beaucoup à un carrosse. Il y a les petites lumières délicates sur les côtés, la forme arrondie de la partie centrale du châssis, un peu comme celle du carrosse de Cendrillon. Il y a aussi les ailes en cuir verni. L'ensemble est très harmonieux et l'arrière constitue un espace privé. C'est ouvert, certes, mais c'est relativement à l'abri des regards, si on peut dire.
Seth Renault a passé la première partie de sa vie dans l'annexe du manoir. À l'époque, il s'agissait du plus grand garage privé des États-Unis. Miss Julia a conduit cette voiture jusqu'en 1922. Elle est décédée en 1961, à l'âge vénérable de 95 ans. Elle avait donné cette voiture à un membre de sa famille qui l'a sortie d'une grange en 1965. J'ai des photos du moment où on sort la voiture. Elle est immaculée. La plupart des voitures de notre collection sont très masculines. Elles respirent la testostérone. Cette voiture est tout l'inverse. Elle est très charmante, très délicate. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée le carrosse de Cendrillon. Elle est très féminine. En anglais, on utilise parfois un pronom féminin pour désigner les voitures. Celle-ci en traduit très bien la raison. Certains pensent que l'objet qui se rapproche le plus de l'être humain, c'est l'automobile. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'une vieille voiture classique, c'était un tas de ferraille avec une âme. C'est un point de vue que je peux comprendre. Mais selon moi, les voitures n'ont un sens que si elles sont reliées à des personnes qui les ont possédées, conduites et aimées au fil du temps. Bill Shirk, surnommé l'enquêteur des voitures anciennes, a consacré sa vie à traquer les voitures anciennes et à les relier à leurs propriétaires. Il explique sa vision de l'attrait des gens pour les vieilles voitures. On ne peut pas retourner dans les années 1950, mais on peut ramener les années 1950. C'est de la nostalgie ou l'envie d'une époque plus simple, parce que le monde devient de plus en plus compliqué. Ça se rapproche d'une machine à remonter le temps. Depuis l'âge de 7 ans, je voulais apprendre à conduire. En tant que présidente de l'Académie des arts de San Francisco, Elisa Stevens supervise une vaste collection de métal ancien. Bien qu'elle aime être en contact avec le passé, dans la vie de tous les jours, elle préfère les modèles modernes, malgré leur apparence ordinaire. Certains disent que les voitures modernes ressemblent à des baignoires renversées. Les voitures actuelles sont mieux conçues. Elles sont plus sûres et c'est une bonne chose. Quand je regarde les automobiles classiques que nous avons au musée de l'Académie des arts de San Francisco, je constate que les conceptions sont intègres, mais qu'elles sont obsolètes d'un point de vue technologique. Pour Elisa, les défis inhérents à la conduite de ces voitures font partie intégrante de leur personnalité. On ne peut pas se permettre de rêvasser. À chaque instant, il faut sentir la route, écouter la voiture, il faut surveiller les jauges, il faut changer les vitesses, il faut être attentif aux voitures qui nous entourent, car il faut prévoir le temps de freinage. Et il faut surveiller sa vitesse quand un virage arrive. Comme il n'y a pas de direction assistée, on ne peut prendre les virages qu'à une certaine vitesse. Les voitures modernes n'ont pas d'âme par rapport aux voitures anciennes. Cependant, elles fonctionnent bien, elles sont économiques et elles sont fiables. Paul Borgward s'occupe d'une importante collection de voitures anciennes et il n'a guère de temps pour les voitures modernes. Quand on regarde les voitures modernes, on constate qu'elles se ressemblent toutes.
Il y a encore 30 ans, on pouvait dire « c'est une Ford, une Chevrolet, une Plymouth, une Volkswagen ». Aujourd'hui, non. Est-ce parce que nous, êtres humains, quand nous créons quelque chose de nos mains, nous laissons un peu d'ADN sur le produit fini? Les imperfections des objets faits à la main confèrent aux voitures anciennes singularité et élégance. Et parfois, un caractère un peu grincheux. Non, elle s'est éteinte. À l'époque, il les dessinait sur papier. Il les forgeait à la main. Il les martelait à la main. Elles ne sont pas parfaites, et moi non plus. Personne ne l'est. Mais ce sont justement leurs défauts qui font qu'on les aime. Neuves, elles avaient déjà des défauts. Même les voitures d'il y a 40 ou 50 ans étaient imparfaites. Mais ce sont les voitures auxquelles on revient. Je ne devrais pas dire que personne ne collectionnera les voitures d'aujourd'hui, mais elles n'ont ni âme ni qualités humaines. Outre leur personnalité distincte, les vieilles voitures ont des visages. Des visages qui nous sont familiers, comme de vieux amis. Dans les années 1970, même dans le noir, on pouvait reconnaître une voiture, que ce soit par la forme ou la position des phares. On pouvait dire « c'est une Cadillac, une Pontiac, une Ford ». Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même mes enfants trouvent qu'elles se ressemblent toutes. Ils remarquent l'aérodynamisme et ils essaient de deviner le kilométrage. C'est bien, mais pour ce qui est du style, il faut quasiment regarder l'inscription. C'est mon cas en tout cas, pour savoir de quelle voiture il s'agit. Pour ces amoureux de l'automobile, la combinaison de défauts quasi humains, de personnalités singulières, bonnes ou mauvaises, d'allure distinctive, et oui, peut-être même d'une âme, entièrement façonnée à la main, donne quelque chose qui fait défaut à la plupart des voitures actuelles, être des beautés d'acier.